Eh bien, bonjour et bienvenue sur les rendez-vous d'Antoine. Donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente avec Silvano Trotta, nous avons le plaisir de l'accueillir pour cette deuxième partie de la vidéo et sur le traitement donc, de l'information pendant le Covid. Donc, il en avait déjà un petit peu parlé sur la première partie de la vidéo de la chronologie, de comment est-ce qu'il était venu à s'intéresser au sujet du Covid-19. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux le traitement de l'information à proprement parler. D'ailleurs, je vais lui poser la question dans quelques minutes, pourquoi est-ce qu'il a changé le bandeau de sa chaîne. Et puis, on va essayer de voir quelles sont les alternatives et qu'est-ce que nous réserve l'avenir. Bonjour Silvano. Bonjour Antoine, ça me fait plaisir d'être là. Alors, comme je disais, Silvano, maintenant qu'on se connecte sur ta chaîne, on ne voit plus face à face, on voit fake news. Alors, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a fake news sur sa chaîne? Pourquoi tu t'as changé comme ça? Tout simplement parce que tu sais que quand j'avais fait ma vidéo qui maintenant a été supprimée de YouTube, qui a fait 1,5 million de vues, ensuite j'ai eu la surprise d'être attaqué sur les médias mainstream. J'ai été attaqué chez RTL, chez Thomas Soto, par la société Spicy. J'ai été attaqué sur France Info, TF1 et France 2. Et sur cette vidéo, bien spécifiquement. Et j'ai trouvé que la manière dont il m'avait attaqué était assez subtile, hein, parce que, par exemple, chez RTL, Thomas Soto, donc Spicy, le gérant de Spicy, met un type d'abord en introduction. C'est le traitement. L'émission s'appelle Traitement des fake news. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Il paye l'internaute qui a fait ça, je ne sais pas qui c'est, met une musique un peu mystérieuse. J'ai des informations. Mes sources sont d'Internet. Donc, tu vois, évidemment, tout le monde est éclaté de rire, quoi. Et ensuite, il met moi. Mais alors, évidemment, il met moi comme il est à la radio. Il met quoi? Il met Hello les amis. Tu vois, et qui ne connaît pas mes abonnés, je parle. Hello les amis. Monsieur Lambda, Monsieur Dupont, Durand, qui ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas. Donc là, tout le monde m'a reconnu parmi mes abonnés. Et donc, il coupe, il met un truc, je ne suis pas devin, d'une émission. Il avait coupé, je ne suis pas devin. Et puis, il met encore un autre morceau, je ne m'en souviens plus maintenant. Donc là aussi, ça fait rire Thomas Soto. Et ensuite, il met encore quelqu'un depuis plus ubuesque, mais classé extrême droite, là, classé extrême droite, comme ça, et moi au milieu. Et donc, le message, c'est surtout ne partagez pas ce genre d'individus, ce genre d'informations. Et donc, c'était assez bien fait parce que finalement, ce message s'adressait à qui? Il s'adressait à mes abonnés qui me connaissaient. Tu vois? Les deux autres, franchement, ceux qui suivent ça, c'est pas la peine, quoi. Et en leur disant, il est aussi fada que les autres. Et ensuite, j'ai eu droit donc France Info, France 2. Là, c'était une journaliste, Jean Tao, là, c'est d'origine asiatique, qui me descend aussi sur cette émission à 1,5 million de vues, en disant qu'en fait, c'était faux, quoi. Et elle interviewe même un médecin, mais le médecin, il est gêné, et en fait, il l'aide pas trop, quoi. Et donc, j'avais décidé de les exploser dans leur méthode de désinformation, et j'avais demandé à un ami, Matt, qui fait des graphismes. J'écoute, là, pour cette émission, je veux un truc, un thumbnails pour YouTube spécial, quoi, où tu me mets tous les TF1, RTL, tout ça, et tu me marques Silvano Trotta, fake news, quoi. Pour montrer aux gens, pour mes abonnés, que les fake news, c'est eux derrière sur l'écran, et que c'est moi qui dis que c'est des fake news. Et puis il me l'a fait, puis j'ai trouvé ça bien, et puis au final, j'aime bien, je l'ai mis. Et depuis, j'ai été attaqué de nouveau sur le 20h de France 2 et sur le 20h de TF1. Là, c'était l'émission avec mes trois compères, Tal Chalère, Thierry Casanovas et Jean-Jacques Crèvecoeur, qui avaient fait sortir
L'extracteur, qui est un blog tenu par, voilà, par les anti-fake med. Alors, selon toi, pourquoi, très clairement, les médias ont joué le jeu, finalement, tu vois, alors j'allais dire du gouvernement, mais je suis même pas sûr que ça soit, tout ça, ça soit lié au gouvernement. J'ai pas forcément beaucoup d'avis sur le sujet encore. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que les médias ont joué le jeu de cette fausse information? Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à creuser, tu t'aperçois très rapidement que c'est de la fausse information. Et justement, le rôle des vrais médias indépendants, c'est de creuser là où ça fait mal et de dévoiler les manipulations. Tu viens de donner la réponse dans ta question. Médias indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Donc, en fait, qui c'est qu'il y a d'indépendants aujourd'hui? C'est Mediapart. Mais alors, le problème de Mediapart, c'est qu'il est indépendant, mais il a ses idées, très à gauche. Donc, même si Marine Le Pen va dire le ciel est bleu, il va dire non, 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 c'est pas vrai, le ciel n'est pas bleu, parce que c'est Marine Le Pen qui l'a dit. Et tu as maintenant François qu'on a découvert. Alors, pour être indépendant, c'est quoi? C'est d'abord, c'est son actionnariat. Donc, l'actionnariat de BFM TV, c'est Patrick Drahi. Donc là, on a avec Drahi un baron qui a la presse, qui a beaucoup de journaux de presse, qui vit beaucoup de subsides de publicitaires, qui vit beaucoup grâce à l'État, puisque il a Vivendi, il a SFR, donc s'il se met à dos l'État, il n'aura plus aucune licence, plus aucune grand-chose. Et puis, surtout, ces médias-là vivent de recettes publicitaires. Et ces recettes publicitaires, elles viennent d'où? Elles viennent de Big Pharma, parce que Big Pharma, il ne faut pas croire que c'est juste la pharmacie, c'est aussi les produits phytosanitaires, c'est les cosmétiques, c'est beaucoup de grands titres de médias, et c'est des milliards dans le monde de recettes publicitaires. Derrière, c'est qui? C'est des banques, mais les banques sont très liées aussi à Big Pharma. C'est le complexe chimique, le complexe pétrolier. Tous ces gens-là, toutes ces grosses corporations, c'est ça qui mène le monde. Et s'ils font quelque chose qui n'est pas dans leur droite ligne de pensée, ils n'ont plus de recettes publicitaires. Même des revues. Voilà, vous achetez Santé Magazine, vous pensez que c'est bien ce qu'il y a dedans? Non, c'est ce que Big Pharma leur dit de dire, puisque toutes les recettes publicitaires viennent de Big Pharma. Donc imaginez-vous Santé Magazine dire que les vaccins sont dangereux, pourraient être dangereux à la santé, juste en utilisant le conditionnel. Non, c'est impossible, ils n'auraient plus de recettes publicitaires, le magazine serait fermé. Donc ils tiennent, c'est un petit peu comme le vote médecin. Comment un médecin qui a fait 10 années d'études, on l'a déjà vu, même chez Antoine, avec le docteur Laurent, comment voulez-vous qu'un médecin qui a fait 10 années d'études, ou pendant ces 10 années, on lui a appris 2 heures, qu'est-ce que c'est la vaccination, c'est-à-dire comment vacciner ou vacciner, puisse dire qu'il ne va pas vacciner? Et non, parce que sinon il y a le Conseil de l'ordre, vous avez vu maintenant la puissance du Conseil de l'ordre, il va être radié. Et donc, il va faire peintre, maçon, si vous voulez qu'il fasse le pauvre médecin. Donc, il va continuer à vacciner. Et le jour où il part à la retraite, c'est là qu'il dira ce qu'il pense de la vaccination, comme l'ensemble de ces médecins qui partent à la retraite et qui disent réellement ce qu'ils pensent de la vaccination. Et ensuite, si moi, par exemple, je voudrais parler de la vaccination, et je vais passer sur un de ces médias, on va me demander, t'es docteur? Non. T'es pharmacien? Non. Alors, tu ne peux pas venir parler de la vaccination, des vaccins. Parce que seuls les médecins et les pharmaciens ont le droit de parler de vaccination. Donc, en fait, vous voyez que le système tient le système. Ceux qui peuvent en parler, c'est les médecins et les pharmaciens. Eux ne peuvent pas dire du mal, sinon ils sont radiés par l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins. Donc, ils se taisent. Et donc, voilà. Alors, je sais que dans tes vidéos, tu en as quand même cité quelques-uns de journalistes indépendants qui visiblement font bien leur boulot. Là, si tu en avais 2-3 en tête à nous citer, il y a celui de Sud Radio, déjà, c'est ça? Ouais, André Berkoff de Sud Radio qui fait un super boulot. Et puis il y a François qui fait vraiment un super beau travail. Et il y a aussi, de temps en temps, il faut le dire aussi, de bons dossiers de Marianne, Natacha Polony, qui pose de bonnes questions. Voilà, on a l'impression maintenant que de plus en plus des journalistes s'éveillent.
On a Jean-Pierre Pernaut qui a été puni tout de suite. Le monsieur 50% du journal de 13 heures, qui a fait 1 minute 30 contre l'action du gouvernement et qui a été puni. Je ne sais même pas s'il va retrouver l'antenne. Je n'ai pas suivi parce que moi, je ne regarde jamais TF1. Mais tu t'aperçois de la violence. Là, c'est assez fou. Du reste, tous ceux qui se mettent un petit peu au travers de la route, que ce soit les médecins, que ce soit les avocats, subissent une violence, mais dont ils n'avaient pas l'habitude. Tu vois, moi, j'ai l'habitude depuis maintenant longtemps de me faire attaquer à droite, à gauche. C'est très, très violent. Donc, moi, je les ignore complètement. Ça les énerve encore plus. Ils ragent encore plus dans leur coin. Mais eux, ils n'ont pas l'habitude, quoi. Tu vois, et ils sont très étonnés, très affectés par cette violence. Mais Voilà. le fait d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus d'avocats qui prennent position, qu'il y ait des collectifs, donc on voit il y a le collectif que l'on suit. Maître Mana, Maître Legvakes, Maître Voilà, Arnaud. c'est ça. Donc il y a quand même il y a quand même des actions qui sont menées. Lors de ta dernière vidéo, tu disais que le parquet de Paris, je crois, c'était elle qui le disait, avait déjà reçu de son côté des actions par rapport à ce qui s'était passé durant le Covid. Donc ça bouge. Est-ce que ça va influencer à un moment donné l'opinion publique et du coup, est-ce que les médias vont se mettre à la page et puis et regarder du bon côté? Ah oui, parce que là, par exemple, j'ai entendu ce matin, déjà hier, j'avais entendu sur BFM Christian Perron interviewé par Olivier Truchot, je crois, qu'il a laissé parler, qu'il n'a pas coupé. J'ai entendu ce matin, brièvement, j'ai pas eu le temps, sur BFM, un court extrait sur Twitter, parce que je suis énormément sur Twitter aussi, Jean-Michel Apathy a envoyé du lourd dans le sens de Christian Perron qui l'interviewait, en disant non, mais là, c'est sûr qu'il y a des fautes qui ont été commises, quoi. On ne peut pas laisser ça en l'état. Donc ça, c'est bien, parce que les journalistes, effectivement, ils vont quand même un petit peu dans le sens du vent, quoi. Surtout ces journalistes, on va dire, entre guillemets, un peu stars. Et donc, ils se disent, là, tu sais, quand j'avais été demandé en interview pour passer chez Cyril Hanouna, qui voulait se moquer un petit peu des conspirationnistes, les théories du complot, et que finalement il avait annulé l'émission. Le journaliste m'avait quand même dit que maintenant il y avait déjà plus de 20... À l'époque, on était en plein confinement, en début de confinement, que plus de 25% des Français doivent avoir quand même des études, des enquêtes d'opinion qui sont faites, que plus de 25% des Français ne faisaient plus confiance aux médias traditionnels. Ça a dû un petit peu les alerter, un petit peu les choquer. Aujourd'hui, je suis sûr que si on avait ce genre de sondage à faire, on dépasserait la barre des 50%, on n'écoute plus ces médias institutionnels. Mais surtout quand tu as une sommité comme Didier Raoult qui, dans une interview, dit moi j'ai entendu plus de vérité sur YouTube que dans les médias institutionnels, faites attention parce que c'est votre crédibilité qui est en jeu. À un moment, il faut aussi qu'ils se fassent attention parce que tu sais, une émission, des fois, ouais, je suis passé sur BFM, je suis passé sur LCI, je suis passé sur C+. Ouais, mais ça fait 100 000, 200 000 vues. Quand tu vas sur leur chaîne YouTube, ça fait rien du tout comme vue. Quand tu vas sur leur Twitter, ça fait rien du tout comme vue. Et donc, au final, chez moi, si on prend évidemment le nombre de vues, chez moi, ça pourrait paraître faible, 60, 80 000 vues, mais comme il s'est repris par beaucoup, je suis repris sur d'autres sites, parce que je suis libre de droit, et que YouTube, je suis repris par d'autres chaînes sur YouTube, je suis repris par de la presse écrite. On m'a aussi demandé des traductions. Mon émission a été traduite en portugais, a été traduite en anglais. Donc, tu vois que ça fait beaucoup et que la puissance Internet et des réseaux sociaux, quelque part, ça leur fait peur. Ça. Alors, du coup, on peut se demander à qui profite le crime, qui a profité de cette situation un petit peu ubuesque, quand on y réfléchit bien, du confinement en France et dans le monde. Et j'aurais aimé te poser la question à deux niveaux. D'abord, on va regarder sur le plan national et après sur le plan international. Déjà, par rapport à l'origine même du virus, est-ce que tu penses que la France a tout simplement, par rapport à sa gestion de la crise, a tout simplement été soit très mauvaise, soit elle a été opportuniste, ou même elle était à l'origine, comme certains peuvent le dire, de la création de ce virus?
Ça, aujourd'hui, il est trop tôt pour dire si ce virus est... Moi, une fois de plus, je ne fais que lire les avis des spécialistes. Donc, quand je lis certains spécialistes comme Luc Montagnier, il dit que ce virus ne peut être que artificiel de création humaine. D'autres spécialistes comme lui disent exactement la même chose. D'autres disent non, il est naturel, il faut pas mésestimer la capacité dans la nature de, euh, de fabriquer des virus. Bon, moi je suis pas assez, je vais pas pouvoir, je peux pas pouvoir avoir un avis tranché. Mais quand j'entends les arguments dire ouais non mais c'est des conneries ce que raconte Montagnier sans avoir étudié ce qu'il a dit, je trouve ça c'est un petit peu une fois de plus je sais tout et je suis un génie. Il faut être conscient que dans ces laboratoires P4 que la France, le Canada, les États-Unis, le Japon, la Chine ont, on n'est pas là pour jouer aux billes. Il y a des laboratoires P3 déjà où on fabrique des virus, il y a des laboratoires P4 militaires. La guerre bactériologique, comme la guerre chimique, les armes nucléaires, c'est pas une invention de l'esprit humain, c'est factuel. La guerre bactériologique a son intéressance, c'est que si on maîtrise un virus de A à Z, on a déjà son antidote par rapport à sa fabrication, ça permet d'envahir un pays sans avoir tout cassé auparavant. Une guerre nucléaire, tu mets une bombinette nucléaire sur un pays, après il est radioactif et tu ne peux pas y aller. Donc à quoi ça te sert? Donc ça, c'est des armes, on va dire, de dissuasion. Les armes chimiques et bactériologiques, c'est des armes, on va pouvoir faire des acquisitions. Donc ces laboratoires P4 existent. À Wuhan, il y a un laboratoire P4. Moi, depuis le début de cette pandémie, j'ai eu des témoignages de médecins qui m'ont dit que ce virus était déjà présent au mois de décembre, voire novembre en France. En Italie, c'était pareil. Donc ça, je le disais depuis 2 mois. On m'a traité de fou. Et puis jusqu'à ce qu'apparaisse l'étonnant article, tu sais, de cette délégation française qui a participé aux Jeux Olympiques de Wuhan en octobre, qui est revenu complètement malade. Où là, maintenant, les médecins disent c'est exactement les symptômes du Covid. Donc, je pense que ces athlètes-là, je ne sais pas s'il y a des tests antidopage quand on est aux Jeux Olympiques militaires, mais on devrait pouvoir retrouver des échantillons de sang et voir qu'il y avait la présence du Covid. Maintenant, on est remonté jusqu'au mois d'août pour la présence du Covid en Chine. Donc, ça complique encore plus l'affaire. Je rappelle que moi, j'avais dit qu'au mois d'août 2019, il y avait une épidémie de pneumonie aux États-Unis qui m'avait, moi, quand j'avais lu cette affaire, fort étonné parce que je me dis, tiens, pneumonie au mois d'août, c'est quand même assez rare, avant de lire qu'ils attribuaient ça à la cigarette électronique. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi la cigarette électronique aux États-Unis et pas en France ou dans d'autres pays européens? On a expliqué que oui, aux États-Unis, on mettait des choses qui n'étaient pas autorisées en Europe, comme de l'huile de vitamine E. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'huile de vitamine E et si elle est capable de donner une pneumonie, mais c'était quand même assez étrange. Donc, à mon avis, créé ou pas, le problème, il y a un virus. Donc, il fallait traiter le problème. Parce que finalement, qu'il soit artificiel ou naturel, il fallait sauver des vies. La France a eu l'exemple chinois et surtout l'exemple de Corée du Sud. Donc en Corée du Sud, quand nous, on a commencé à confiner, il y avait déjà presque 7500 cas. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, il y a 12 000 cas. Donc ça veut dire que, allez, on va simplifier, il y a eu 5000 petits cas de plus en 3 mois en Corée du Sud. Donc on avait un exemple là à suivre, parce que la Corée du Sud n'a ni confiné, ni fermé son économie, mais elle a fait quoi? Ce que le professeur Raoult dit dès le départ. Il faut isoler, il faut tester tout le monde, ce qu'ils ont fait à l'UHU de Marseille. Celui qui est malade, il faut l'isoler et le soigner. Et pas isoler comme chez nous. Parce que chez nous, moi, si j'appelais le 15 en disant « Ah, je tousse, j'ai mal au poumon, j'ai de la fièvre. Ah, ben, t'as le Covid, reste chez toi. » D'accord. Je peux vivre seul, être célibataire, rester chez moi et ne contaminer personne. Néanmoins, même en étant célibataire, faut que j'aille faire mes courses. Donc, à l'époque, je te rappelle que quand même, on pouvait rentrer. C'était pas un confinement à la chinoise où les gens restaient chez eux à la maison et on leur apportait à manger sur le pas de la porte. C'est un confinement, soi-disant, à la française, où moi, malade, je pouvais aller dans un hypermarché sans masque, puisque les masques ne servaient à rien à l'époque, et contaminer tout l'hypermarché. Donc ça, c'est déjà étrange. C'est une fausse
un faux confinement qu'on a fait en France. Et donc, l'exemple de la Corée du Sud montrait qu'en isolant les gens, en les traitant, nous, on les a ni isolés, ni traités, et on a laissé les hypermarchés ouverts, l'endroit où il y a le plus de virus au mètre cube, d'habitude sans Covid. Donc, on a fait tout faux. On a fait tout faux. Alors, on dirait, d'accord, mais tu n'étais pas à la place du gouvernement. Parce qu'on a écouté qui? On a écouté les spécialistes de l'Imperial College de Londres, mais ce n'est pas la première fois qu'on les écoute. On les écoute depuis 2002. Et chaque fois, ils ont tout fait tout faux. Le statisticien de l'Imperial College, financé par Bill et Melinda Gates, la fondation, a toujours fait tout faux dans toutes les épidémies. Et dans celui-là, il disait aux États-Unis que s'ils ne confinaient pas, il y aurait, alors, je ne sais plus, 4 millions de morts, que si le UK, l'Angleterre ne confinait pas, il y aurait je ne sais pas combien de millions de morts, si la France ne confinait pas, tout ça, tout ça. Or, on s'aperçoit que des pays comme la Suède qui n'ont pas confiné, non seulement n'ont pas eu plus de morts que d'autres, même si on a toujours fait tendance à faire croire les médias que ça va être la catastrophe sanitaire en Suède. Non, ça n'a pas été la catastrophe sanitaire en Suède. Et surtout, sans oublier que la Suède aura 0 mort indirecte du Covid. Parce qu'il y a des gens qui sont les morts indirects du Covid, on l'a déjà dit, c'est les gens qui n'ont pas pu être soignés pendant 3 mois, crise cardiaque, cancer et compagnie. Sans compter que la Suède n'aura pas le deuxième effet indirect du Covid, ça va être les pertes d'emploi. On a déjà vu aujourd'hui que le taux de chômage explosait aux États-Unis, hein, même s'il repart fortement à la baisse. Et ça, c'est grâce à la politique de Trump, malgré tout ce que disent les médias français sur lui. Et que, en France, on va en subir de plein fouet dès la rentrée. On voit que les plans sociaux se préparent. Moi, j'ai des abonnés qui m'écrivent qu'ils ont été licenciés pendant le confinement. Sans parler de tous ces restaurants qui vont mourir, parce que certains Macron distribuait des milliards. Enfin, qu'est-ce qu'il distribuait comme milliards? Il distribuait des reports, surtout. Donc, moi, j'ai été surpris. J'ai eu mon banquier qui m'a écrit un email en début de confinement en me disant, ben voilà, tout est prêt, sont reportés de 6 mois. Alors, je dis, oh, mais pourquoi? Mais j'ai rien demandé, moi. Il dit, ah oui, mais il y avait tellement d'entreprises qui nous le demandaient que finalement, c'est plus simple pour nous de le faire pour tout le monde que de faire traiter cas par cas. Bon. Je dis alors ça veut dire quoi, reporter de 6 mois? Si par exemple j'ai un prêt qui se termine en juillet 2025, il va se terminer en décembre 2025. Ah non, 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 reporter de 6 mois, ça veut dire que pendant 6 mois, tu ne payes pas d'intérêt, tu ne payes pas ce que tu dois rembourser, mais dans 6 mois, si tu as un prêt à 3 000 par exemple, euros par mois, dans 6 mois, tu nous dois 18 000 euros. Voilà. Et j'ai dit, et donc, je fais comment? Là, on étudiera si on fait un nouveau prêt, si on l'étale, ça va être le bazar. Monstrueux. Donc voilà, Antoine, ça a été fait trop à la va-vite. Et pourquoi ça a été fait trop à la va-vite? Parce que tout de suite, il y a eu des hôpitaux qui ont été ici, surtout en Alsace, puisque c'était l'épicentre en Alsace, à Mulhouse, à cause de cette réunion évangélique qui a eu lieu à Mulhouse. Les hôpitaux ont vite été débordés, surtout les nombres de places en réanimation. Et pourquoi le nombre de places en réanimation? Parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on réduit les nombres de lits en hôpital, le nombre de places en réanimation. Donc si on prend par exemple le cas, je connais bien, de l'hôpital de Colmar, qui a un secteur de clientèle qui va faire entre 150 000 à 200 000 patients. Ils ont 60 postes en réanimation. Donc tu divises 60 par 150 000 à 200 000, tu vois que l'impact il est très faible. C'est des hôpitaux que l'on voit quasiment chaque année où il y a une grippe forte à la télé, où tu vois les petits vieux qui sont dans les brancards, dans les couloirs, parce qu'il n'y a pas de place. Ce n'était pas que uniquement contre le Covid. Alors, on dit, oui, mais l'Europe a demandé à la France de faire des efforts. Alors, moi, je ne comprenais pas au début, j'incriminais l'Allemagne, parce que l'Allemagne demandait à la France de faire des efforts budgétaires sur l'hôpital. Or, en Allemagne, il n'y a eu aucun problème. En Allemagne, ils ont eu les nombres de lits en réanimation. Ils en avaient tellement qu'ils ont pris des patients français, des patients belges, des patients serbes. Tous ceux qui avaient besoin, les Allemands les ont pris, en plus gratuitement, et les ont soignés. Déjà, en observant ça, on s'aperçoit qu'en Allemagne, ils ont soigné, par exemple, avec des méthodes qu'en France sont interdites, comme la vitamine C en intraveineuse. Donc là, tu te dis, attends, pourquoi en France c'est interdit? En Allemagne, ils soignent avec ça. Donc,
déjà, tu t'aperçois que la puissance de Big Pharma en France, vitamine C, les no fake made, quoi, c'est pas un médicament, on ne soigne pas avec ça. Et en Allemagne, finalement, ils avaient raison de dire qu'on dépensait trop de sous parce qu'on a découvert pendant cette pandémie que quand tu vois toute la structure étatique, les ARS, les conseils de l'ordre, l'agence du médicament, mais c'est des milliers de postes qui ne sont pas destinés à soigner, mais qui encadrent complètement la manière de soigner, écrire les protocoles, dire ce qu'il faut faire et pas faire. Et c'est un nombre impressionnant de postes. Donc, quand on prend ces salaires-là, parce que ça ne doit pas être des petits salaires, avec leurs charges et tout, comme d'habitude, la France, elle fait tout de travers par rapport aux autres. C'est le pays où on paye le plus d'impôts et on a le plus de taxes au monde. Et c'est là, au final, où on s'aperçoit que c'est très mal réparti parce que chez nous, il n'y a que des commissions, des sous-commissions. On va créer une commission, on va créer une commission, on crée toujours des commissions. Et quand on voit que, par exemple, la Cour des comptes, tous les 3 mois, rend un rapport qui démontre les gabegies de l'État. Et moi, depuis tout petit, je lis en diagonale les rapports de la Cour des comptes, mais je me dis, mais comment on peut dépenser un tel argent pour rien? Comment on peut dépenser des sous pour des personnes qui font des rapports, et ça ne mène jamais à rien? Ben, les Allemands ont raison. Eux ont été pragmatiques. Ils ont lancé les tests dès le mois de janvier. Ils ont isolé, soigné les gens. Tout s'est bien passé en Allemagne. Et encore, il y en a qui critiquent la politique de Merkel. Et après, on entend notre président venir vanter les résultats fantastiques du traitement de la pandémie en France, alors qu'on est le plus mauvais. Une fois de plus, je rappelle, la létalité, vous prenez le nombre de morts, vous les divisez par le nombre de cas, c'est la France qui est la plus mauvaise. Donc, pour revenir à ma question de tout à l'heure, finalement, est-ce que, comme tu viens de le dire, le gouvernement a été mauvais? Oui. Et d'un côté, je me dis, mais c'est quand même pas possible que des gens qui ont fait autant d'études, qui sont entourés par autant de personnes, qui ont fait autant d'études, etc., soient tous mauvais en même temps. Donc ça, c'est... Oui, mais ils sont entourés par qui? Ils sont entourés par le Haut Conseil scientifique. Et puis, on a vu, justement, dans une enquête de Marianne, que tout le Haut Conseil scientifique était tenu par Big Pharma qui les payait. Donc, comment veux-tu recevoir des milliers d'euros de Big Pharma et en même temps dire que Didier Raoult, avec son hydroxychloroquine à 4,17 € le paquet, a raison? C'est pas possible. Ils ont tapé tellement sur l'hydroxychloroquine, tellement sur l'azithromycine. Pourquoi? Pour vendre leurs médicaments à eux qui coûtent cher, Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir, Tocilizumab, et puis en attendant le vaccin. Tu as bien vu les précommandes françaises auprès d'AstraZeneca pour déjà précommander des vaccins. Donc ça veut pas dire que on a déjà dépensé l'argent, mais qui veulent nous vacciner. Tu as entendu Emmanuel Macron dire quand même 2 choses assez fabuleuses. Déjà, dans sa première allocution, il avait dit qu'il va falloir faire attention à la deuxième vague qui sera beaucoup plus virulente et qui touchera les jeunes. C'est comment il a cette info? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu, cette info. Et puis, dans sa dernière allocution, il a dit le virus circule toujours et sera là pour longtemps. Ou aussi il a eu cette info, parce que moi je ne l'ai pas cette info, pourtant je lis beaucoup d'études, notamment de virologues et d'infectiologues italiens, anglais, américains, qui disent que la charge virale du virus devient de plus en plus faible. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup plus de virus pour attaquer une cellule, et qu'en fait le virus est en train de mourir. Donc soit il va faire comme son lointain parent, le SARS-CoV-1, avec qui il partage 76% du patrimoine génétique, et va disparaître, soit il va se transformer en rhume, comme les autres coronavirus. Il nous donnera un rhume à l'automne. Didier Raoult a dit qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Et puis maintenant, on entend quand même des bruits qu'on est en train de fermer Pékin, certains quartiers de Pékin, parce qu'il y aura une nouvelle attaque du virus. Il y en a qui disent que, tiens, il serait beaucoup plus puissant. Alors, s'il est beaucoup plus puissant, ça veut dire que ce n'est pas le même. Hein. C'est pas du tout le même virus. Parce que ce virus, en Europe, se meurt. Les infectiologues italiens l'ont démontré. Et du reste, dans mon émission avec Jean-Jacques Erpstein, il m'a dit, oui, moi je suis en Moselle, là j'ai un cluster. Donc ça veut dire, dans un EHPAD, il y a 20 patients qui ont été positifs. Donc évidemment, ça fait les titres des journaux, nouveau cluster en Moselle, blablabla. Et j'ai dit, et alors? C'est tout, ils sont positifs. Ils vont bien? Oui, ils vont bien. Ils sont déclarés positifs, mais c'est tout. Donc là aussi, donc soit les tests sont faux, ils ne sont pas positifs,
Mais je sais que les tests sont à 40% faux. Ça, je l'ai vu, moi, de mon expérience par rapport à ma proximité avec les hôpitaux. Soit tous les infectiologues italiens, américains et anglais ont raison. Le virus perd de sa virulence. Ça veut dire que tu peux l'avoir. Tu es positif, oui, tu es positif, tu as le virus, mais tu n'as rien. Donc, si là, dans une EHPAD où c'est justement les personnes âgées, les plus faibles, qui sont déclarées positives, mais elles vont bien, ça veut dire que le virus se meurt. Donc ça, c'est la situation à aujourd'hui. Donc ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que finalement, le gouvernement n'est pas idiot. Il a réagi comme ça, parce que derrière, il y avait un intérêt qui était tout autre. Ils sont juste sous influence de Big Pharma. Donc ça signifie que finalement, en France, qui gouverne? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est Big Pharma? Tu vois, il suffit de prendre de vieilles interviews de François Fillon, de vieilles interviews de François Hollande, des vieilles interviews de Philippe de Villiers, qui expliquaient que c'est des marionnettes, les types-là. Ils n'ont plus aucune influence. Ils sont sous l'influence des lobbies. Quand tu entends Philippe de Villiers dans son avant-dernier livre sur la construction européenne, et tous les députés européens te diront la même chose. Ils sont harcelés par les lobbyistes. Bruxelles, c'est le nid des lobbyistes. Comment veux-tu qu'un président qui soit élu, qui dit que moi je vais supprimer le glyphosate, je vais interdire le glyphosate, et qu'il n'arrive pas à supprimer le glyphosate? Parce que, évidemment, tu as toujours les paysans qui disent « Ouais, mais nous, demain, comment on va faire sans glyphosate ?» Mais ça se prépare à l'avance. C'est pas « Tiens, hop, on donne une date, il n'y aura plus de glyphosate », parce que ça ne résoudra pas le problème. Hein, c'est comme si toi, on te disait « Écoute, je te laisse jusqu'au 3 juin 2022 pour ne plus avoir de voiture. » Et comment tu te déplaces? Tu n'as plus de voiture. Qu'est-ce qu'on a donné en échange? Rien. On t'a installé d'autres moyens de transport? Non, tu as besoin de ta voiture. Donc pour les paysans, c'est pareil. Ce qu'il fallait faire, c'est de dire on va mettre en place le passage pour ne plus avoir besoin de glyphosate. Moi, j'ai des agriculteurs de l'autre côté du Rhin là, qui sont en bio depuis 50 ans presque. Ils ont des rendements supérieurs à l'hectare, supérieurs à ceux qui font des produits phytosanitaires, des insecticides et des pesticides. Ils ont dû acquérir une science pour faire ça. C'est pas venu du jour au lendemain. C'est vraiment l'étude des sols. Là, je plante ça. L'année suivante, je plante ça. L'année suivante, je replante quelque chose d'autre. Et ensuite, je replante encore quelque chose d'autre. La maîtrise de certains insectes qui dévorent des parasites. Et ils ont des rendements supérieurs. C'est du bio Déméter, c'est-à-dire encore supérieur à Icoser. Et ils vendent plus cher. Ils ne dépensent pas de produits phytosanitaires. Ils se détruisent pas la santé. Et en plus, ils vendent plus cher. Tu te rends compte? Moins de dépenses, plus de recettes et une santé plus saine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi nos agriculteurs ne pourraient pas faire ça? Aujourd'hui, quand on va dans un magasin bio, il y a beaucoup de bio italien, il y a beaucoup de bio espagnol parce qu'il n'y a pas assez de production française. Moi, si j'étais agriculteur, j'aurais bien aimé que l'État m'accompagne vers le bio, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que c'est pas sur un champ où il y avait, tu mettais des produits phytosanitaires pendant des années, que demain tu vas claquer des doigts en disant coucou, je fais du bio. Non, c'est une période 5, 10 ans en fonction des fruits, des céréales que tu plantes. Et donc, c'est ça une aide. Et c'est ça que l'Europe aurait dû faire. Mais non, mais l'Europe, c'est les lobbies phytosanitaires, c'est Monsanto, c'est Bayer, ils veulent vendre. Et ça, Ouais, c'est. mais Sylvano, si on pousse vraiment le raisonnement jusqu'au bout, ok, donc les lobbyistes ont influencé pour pouvoir, on va dire, proposer plutôt telle molécule à la place de l'hydroxychloroquine qui vaut que dalle. Mais est-ce que ça justifiait de mettre l'économie en l'air en faisant un confinement total, en arrêtant les industries, etc. Tu vois, je veux bien croire qu'ils aient du pouvoir, mais est-ce qu'ils ont autant de pouvoir? Et à partir du moment qu'ils maîtrisent toute la chaîne, c'est-à-dire les instituts statistiques qui te promettent, comme l'Imperial College de Londres, qui ont dit que si tu confinais pas, il va y avoir 2 millions de morts. Donc, alors que on aurait pu vérifier quand même, en tant que gouvernement, que tout ce qu'a dit l'Imperial College de Londres dans toutes les pandémies dernières a toujours été tout faux. Que ce soit la grippe porcine, que ce soit H1N1, que ce soit n'importe quoi, il a toujours été tout faux.
Donc on s'aperçoit en plus le maître maintenant il a démissionné parce que et tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Au moins il ne fera pas de mal dans la prochaine pandémie, il ne pourra plus annoncer ses âneries. Il a démissionné parce qu'il a été rejoindre sa maîtresse pendant la période de confinement et que bien sûr ça s'est su, donc il n'a pas trop eu le choix. C'est ça, vive la maîtresse. Et donc, et donc, voilà, tu es président de la République, tu te dis, purée, si je ne confine pas, je vais avoir 2 millions de morts sur la conscience, qu'est-ce que je fais? Tu es apeuré, il faut que tu prennes une décision vite, mais la décision, tu as vu à la vitesse à laquelle ils l'ont prise. Les restaurants ont dû fermer le jour même pour minuit, quoi. C'est-à-dire que c'était la veille d'un week-end, c'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient acheté, ils ont dû le jeter ou le donner. Mais on ne fait pas ça comme ça. Je veux dire, surtout que les autres pays qui étaient en avance sur notre pandémie n'avaient pas confiné. Le Japon, la Corée du Sud n'avaient pas confiné du tout. Et ça marchait. Et ça marchait très bien. Et puis d'autres pays n'ont très peu confiné, hein, comme l'Allemagne, comme la Suisse, où il y avait quand même une liberté. Hein. Les gens étaient dans la rue. De là, nous, à faire une certification pour pouvoir sortir. Bah, je me certifie que je vais faire mes courses. Je me certifie que je vais chercher mon gosse. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Moi, en tant que patron, je devais faire 2 justificatifs, quoi. Je vais avoir 2 justificatifs sur moi. Je devais me certifier que je sortais professionnellement. Et j'avais l'autre certification qui disait je sous-signais Sylvain Autrotat, déclare, autorise Sylvain Autrotat à sortir. Ah, attends, ça marche sur la tête. Et c'est bien pour ça qu'ils aient réagi aussi vite. En fait, à un moment donné, on a même dit que c'était disproportionné la façon dont ils ont réagi, parce que à l'époque, on n'en était pas au niveau pandémique. Non. Et ils n'ont pas écouté les meilleurs. Ils n'ont pas écouté Didier Raoult, qui disait qu'il ne fallait pas confiner, que le confinement ne servait à rien. Et puis au final, il a raison, parce qu'aujourd'hui, on va dire quoi? Il va y avoir affecté 30 000 morts au Covid. Bon, 30 000 morts au Covid, chaque année, on a à peu près en moyenne 15 000 morts de la grippe. Cette année, 72 morts de la grippe. Donc ça veut dire que, allez, la grippe a disparu cette année parce qu'il y avait le Covid? Non, elle n'a pas disparu. Seulement, évidemment, on mettait mort Covid. Plus tous les gens qui sont morts d'autre chose, de cancer en phase généralisée. Il a été affecté mort Covid. Des suicides qui ont été affectés mort Covid. Moi, j'ai plein d'abonnés qui me disent j'ai dû me battre pour pas qu'il y ait sur l'avis de décès mort Covid, quoi. Hein. Donc, ils ont gonflé les chiffres pour montrer que ce virus était dangereux. Mais quand on observe la létalité à l'IUHU Méditerranée, ce Covid, c'est rien du tout, quoi. Ouais, mais alors, encore une fois, quel était l'intérêt derrière? Parce qu'ils ont quand même conscience qu'ils ont foutu l'économie en l'air et que là, le nombre de suicides qu'il va y avoir d'ici la fin de l'année va être très largement supérieur aux morts Covid, que le nombre d'entreprises qui vont fermer, tout à l'heure tu parlais de la restauration, c'est au minimum 30%. Voilà, c'est... Là, on rentre dans une nouvelle théorie, j'en ai parlé beaucoup dans mes émissions avec Valérie Bulogo et puis surtout avec Youssef Indy. Ça s'appelle le messianisme. Hein. Donc, cette théorie qui veut que certains voudraient créer, on va dire, une crise mondiale, voilà, pour faire revivre un nouveau monde. Tu vois. Il y en a qui attendent le Messie qui va revenir sur Terre. Il y en a d'autres qui pensent qu'en créant une catastrophe planétaire, on peut forcer ce Messie à revenir. Moi, je ne suis pas assez spécialiste dans cette étude du messianisme. J'inviterai prochainement quelqu'un de très très pointu dans le domaine, certainement la plus grosse sommité dans ce domaine, pour venir un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est ce messianisme, parce que beaucoup de gens m'en parlent. Et quand on voit certaines aujourd'hui actions qui se passent, notamment aux US, où on voit cette mouvance Black Lives Matter, qui est financée à 100% par George Soros, qui est un messianique pur, qui attaque, qui saccage tout dans des villes, et que tu vois des maires démocrates dire je vais supprimer ma police et puis je vais laisser l'anarchie dans ma ville, il y a quand même de quoi se poser des questions, quoi. Comment veux-tu supprimer ta police? Quand tu entends notre ministre de l'Intérieur dire qu'il poserait le genou à terre, il y a un problème. Pour toi, l'idée serait l'avènement d'un nouveau Messie que d'autres appelleraient l'antéchrist, hein, sur fond de pandémie mondiale, ce qui fait écho d'ailleurs à l'une des 7
trompette de l'apocalypse, je crois que c'est la 7e, je ne suis pas sûr, où l'humanité perdrait un tiers de sa population à cause de maladies, à cause de la peste. Tu vois, moi, je ne suis pas assez spécialiste de ça, parce que autant j'ai une facilité assez vu les études et les recherches que je fais depuis tout petit, que ce soit en ufologie paranormale, les médecines alternatives, tout ça. Mais ça, par contre, ce pan-là, ce messianisme, c'est quelque chose de nouveau pour moi, que j'ai appris pendant cette pandémie. Donc, je ne peux qu'écouter des gens qui ont étudié ça depuis 30, 40 ans, qui en parlent. Et ça fait quand même un petit peu froid dans le dos, hein, je peux te le dire. De toute manière, après, il y a l'autre solution, c'est quoi? C'est un test au niveau mondial. Si on met de côté la raison accidentelle, la raison accidentelle, bon, clairement, le pangolin, plus personne n'y croit. Et je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des idiots. Alors, le fait que ça soit échappé du labo P4, on sait que ces labos P4 sont ultra sécurisés, mais on a dit la même chose des centrales nucléaires et on a eu notre Tchernobyl en 87, donc pourquoi pas. Mais si on enlève cette cause accidentelle, finalement, il resterait quoi? Il resterait le test à l'échelle planétaire, un test social, il resterait une volonté eugénique de vouloir réduire la population, parce qu'on a parlé de beaucoup de ça, du fameux plan de réduction de population, le plan ID 2000, je crois, ID 2020. Ce côté messianique pour pouvoir faire ressurgir un messie qui viendrait sauver l'humanité. Bon, de toute manière, toutes les autres solutions, ou celles-ci, elles font toutes froid dans le dos. Alors, elles font toutes froid dans le dos, mais après, il y a quand même des choses que je lis là, qui font très froid dans le dos, hein. Donc, tu vois, Antoine, maintenant, il se cache même plus, hein. Donc, il va y avoir la marche luciférienne le 21 juin pendant une éclipse solaire, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, regarde les villes: Jacksonville, Florida, Raleigh, North Carolina, Cincinnati, Columbus, Washington, Madison, Buffalo, Niagara, Salem. Hein, je te laisserai le lien, mais voilà, qui c'est qui est intéressé par la marche luciférienne? Ça fait un peu peur, hein, et quand tu lis les commentaires, ça fait beaucoup plus peur. Donc, je ne sais pas si dans tout ce qu'on raconte là, il n'y a pas du vrai. Et je ne sais pas, j'avoue que d'un côté ça fait peur, mais est-ce que c'est pas juste un effet d'annonce, tu vois? Est-ce que c'est pas qu'un petit groupuscule? J'avoue, je ne sais pas. J'ai pas encore suffisamment d'éléments comme toi pour me faire un réel avis sur l'objectif final qui est derrière tout ça, en fait. Mais en tout cas, je vois un petit peu. Moi, je suis beaucoup, tu sais, l'actualité américaine là. C'est incroyable entre la différence entre les États démocrates et les États républicains. Les États démocrates tous confinés, les États démocrates et les États républicains tous ouverts. Tu as un président qui dit liberate, je sais pas moi, Michigan, ça veut dire, imagine, en France, c'est les présidents, on prend les vieilles régions, on prend pas les nouvelles régions, c'est les présidents de région qui sont patrons, qui font tout ce qu'ils veulent dans leur région. Imagine Macron dire libérer l'Alsace, un truc de fou, libérer la Creuse, parce que c'est un parti d'opposition à Macron qui serait en place et qui, lui, Macron avait décidé de laisser ces États à lui ouverts et que l'opposition avait décidé de confiner. Or, on s'aperçoit que là où ça a été confiné, il y a à peu près beaucoup plus de morts que les États où ça n'a pas été confiné et beaucoup plus de chômage. Comment les Américains peuvent comprendre ça? Alors, comme maintenant il a beaucoup de succès, Trump, avec le chômage, à la grosse surprise générale, baisse. Ils ont lancé cette affaire de Black Lives Matter, hein, qui franchement, c'est pas Trump qu'on devrait attaquer, hein. C'était dans un État gouverné par un gouverneur démocrate, dans une ville où le maire est démocrate et où il a nommé un shérif démocrate qui a embauché
un voyou comme policier. Donc, Mm. il devrait s'en prendre aux démocrates, il ne devrait pas s'en prendre à Donald Trump. Oui, c'est ça. Nous, de notre côté, on n'a pas une vision des choses. Euh, Aux États-Unis, les shérifs font limite une campagne politique pour être élus avec tout un programme, etc. Et ils sont indépendants du gouvernement, on va dire, national. Ils dépendent du maire ou du gouverneur du pays. Bon, après, effectivement, ça c'est l'amalgame qu'on peut faire sur le sujet vu de loin sans connaître réellement le mode de vie américain. Alors d'ailleurs, tu parlais de Trump. C'est vrai que tu as pas mal soutenu, on va dire, Trump dans tes vidéos. Là aussi, on a une vision un petit peu particulière de Trump, hein. On le voit sexiste, misogyne, euh, anti, euh, anti-homosexuel. Quand on a cette vision comme ça de Trump, euh, toi, t'en as une autre vision de Trump qui est même plutôt intéressante, parce qu'au final, quand on commence à s'intéresser de plus près au sujet, on s'aperçoit que il n'est pas si idiot que ça, Trump. Il n'est pas le naze qu'on a l'impression de voir au gouvernement. Voilà. Déjà, ça fait marrer pour ceux qui disent que Trump, c'est un idiot. Bah, si c'est un idiot, il a réussi à créer un empire et à devenir président de la première puissance américaine, bah, ça veut dire qu'eux, ils doivent être, bah, je sais pas moi, président du système solaire, hein, vu qu'ils le traitent d'idiot. Donc ça me fait rire. Après qu'il ait des défauts, bah, sexiste, misogyne, bah, c'est possible, j'en sais rien, je ne connais pas personnellement Trump et ses défauts. Ce que je sais, c'est qu'il n'était pas prévu, hein. Donc on a beaucoup maintenant de vidéos qui montrent comment Barack Obama, quand il était président, se moquait de Trump, et que Trump avait des idées quand même assez proches des nôtres, hein, parce que dans un discours, tu sais, ils font une fête, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, où tout le monde peut un peu se moquer des autres, et surtout les présidents des États-Unis peuvent se moquer un petit peu de sujets d'actualité, d'autres présidents ou de personnalités US. Et donc, on voyait Donald Trump dans la salle et il disait, ah, Donald Trump, le mec qui croit que nous n'avons pas été sur la Lune. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est quand même assez étrange, hein, le type qui ne veut pas de vaccin. Donc, tu vois, il n'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que les personnes ne pouvaient miser $1 quand l'élection a débuté. Tout le monde pensait que Hillary Clinton allait être élue, mais ultra facilement. D'ailleurs, les sondages donnaient 60-40, voire 62-38. C'était assez édifiant. Sauf que lui s'adressait au peuple, quoi, et luttait contre tout cet état profond, contre les fake news, hein, des journaux, contre la corruption et contre l'abus et les abus sexuels et le trafic d'êtres humains. Donc, il y en a qui n'ont pas compris, mais ceux qui étaient aguerris comprenaient ce qu'il voulait dire. Et ça a été un choc, mais vraiment un choc, que ce type-là soit arrivé au pouvoir. Et à partir de là, ils ont tout fait pour le descendre. Mais tout, les Russes, l'affaire ukrainienne. Et puis chaque fois, il s'est retrouvé blanchi. Donc on se retrouve toujours avec le fait que les accusateurs ont tout fomenté pour le destituer. Et surtout pour qu'il ne fasse surtout pas un deuxième mandat, quoi, hein, parce que là, ça chauffe pour eux. Et il y a quand même aujourd'hui l'Obamagate. Pendant cette pandémie, l'Obamagate, mis à part André Bayerkov sur Sud Radio, personne n'en a parlé, quoi. Charles Gave aussi avec l'Institut des libertés. Donc on a quand même un président Obama qui est le président qui a fait le plus de guerre, qui a eu le prix Nobel de la paix, et Donald Trump qu'on considère comme un vat en guerre, qui est le président qui a fait 0 guerre. Et on s'aperçoit que Obama a mis sur écoute la Maison-Blanche, et Obama, surtout, n'a pas donné tous les dossiers stratégiques à Donald Trump. Et normalement, c'est juste impossible que Obama ne soit pas traduit en justice. Hillary Clinton, sur l'ensemble de sa correspondance avec... ça y est, je savais que je n'avais pas de trou de mémoire. Avec ce député démocrate, on a trouvé des choses quand même assez très étranges dans cette correspondance par email, notamment sur des liens pédosatanistes. Donc, tu vois, on en revient encore à l'attrait le 21 là, sur les lucifériens qui ressortent. Après, on ressort de vieilles affaires comme l'inauguration très curieuse du tunnel de Saint-Gothard il y a quelques années.
Donc on se demande si on n'est pas dirigé par une élite de l'ombre pédosataniste. Alors il y a des chaînes qui sont spécialisées sur ça. La meilleure, c'est Revo F Society sur YouTube, mais qui a aussi sa chaîne puisqu'elle est tout le temps censurée, et Alexandre Le Breton. Donc si vous voulez vous intéresser à ces sujets, je ne pourrais jamais les traiter aussi bien qu'eux parce qu'ils font vraiment des enquêtes très, très, très poussées. Abonnez-vous à leur chaîne. Vous allez voir que vous allez découvrir un monde que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc Sylvano, on va revenir sur le Covid et puis on va bientôt conclure. Moi, j'aimerais revenir sur cette vidéo que j'avais nommée d'historique, qui était la vidéo que tu avais faite avec Jean-Jacques Crèvecoeur, avec Thierry Casasnovas et avec le docteur dont je ne me rappelle jamais le nom, le Suisse, voilà, qui a beaucoup été attaqué, d'ailleurs, par l'extracteur, entre autres. Au sorti de cette vidéo, on s'est dit, enfin, il va y avoir une prise de conscience monumentale et ça va faire bouger les choses et il va y avoir tout à l'heure tu parlais de nouveau monde, mais peut-être un nouveau monde suite au Covid. Les gens vont voir les choses différemment, vont penser différemment, consommer différemment. Aujourd'hui, ça va faire plus d'un mois qu'on est déconfiné. C'est quoi le bilan? Est-ce que toi, tu as le sentiment que les choses vont changer et qu'on s'oriente vers quelque chose de mieux, ne serait-ce qu'individuellement, même si au niveau des gouvernements, la politique est peut-être tout autre, au niveau des individus, est-ce que tu sens qu'on va faire quelque chose de mieux? Il faudra encore un peu plus de temps. Ça a éveillé des gens, beaucoup de gens, mais le laps était tellement important par rapport à ceux qui dorment que ça me mettra encore un peu de temps. Moi, j'ai vu, par exemple, pendant ce confinement, des gens aller chez l'agriculteur du coin qui avait ouvert sa serre, acheter des légumes et en disant ouais, nous, circuit court, même quand ça reviendra, on ne reviendra pas dans les hypermarchés, on va faire travailler les petits, directement les agriculteurs. Le premier jour de déconfinement, c'était fini, il n'y avait plus la queue. C'était, allez, hop là, parti. On retourne dans mon hypermarché favori. Donc, tu vois, c'est pas gagné d'avance. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens, je reçois beaucoup de courriers, tu le sais, des mails, des gens qui ont été éveillés, qui ont vu, comme tous ces médecins qui n'y croyaient pas, comme tous ces avocats qui n'y croyaient pas, qui ont vu cette supercherie en direct, quoi. Et eux ne s'en remettent pas. Et moi, parmi tous les messages que je reçois, je beaucoup en disant, mais à l'époque, je pensais pas ça. Je pensais pas que c'était possible. Donc, ils ont voulu faire quelque chose, nous manipuler, et puis ça risque de leur retourner en effet boomerang, même si ça va encore demander un temps d'adaptation. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un sorte. Parce qu'on a aussi vu la disparition totale de l'opposition, quoi. Parce on a critiqué Macron, mais on entendait qui en face? Ils ont tous disparu. Le Parti socialiste, je ne sais même pas s'il existe encore. Mélenchon, lui, il supporte les Black Lives Matter, donc c'est mort. Marine Le Pen, on l'a pas trop entendu. On a entendu qui? On a entendu Éric Fiory, du CNT. On a entendu François Asselineau, de l'UPR. On a entendu Dupont-Aignan. Donc on a entendu des tout petits. Mais on n'a pas entendu quelqu'un de nouveau. On a vu un petit peu la revue du Front Populaire avec Michel Onfray qui a rejoint Didier Raoult. Et il faudrait quelqu'un qui sorte. Il faut absolument quelqu'un qui sorte, mais une figure forte qui sorte pour les présidentielles. C'est ça, je pense, dont a peur Macron. Parce que Macron, il est totalement tranquille face à Le Pen, face au Parti Socialiste, face à Mélenchon. Au deuxième tour, dans 2 ans, il passe crème, quoi. Mais il a peur de quelqu'un. Il y a eu Bigard qui a un petit peu ouvert sa gueule, mais malgré, j'aime beaucoup Jean-Marie Bigard, il ne pourra pas aborder tous les sujets, tu vois. Mais il a peur de quelqu'un qui sorte de la société civile et qui vienne lui tenir la dragée haute, parce que là, ça sera beaucoup plus difficile. Moi, je vois certaines personnes quand même qui sont sorties, qui ont gagné beaucoup. Je vois beaucoup Martine Vonner. Martine Vonner, c'est une personne, je pense que si elle avait des prétentions politiques pour aller accéder à la présidence, c'était quand même une députée LREM,
mais les médecins avant tout. Elle a quitté LREM, elle a rejoint le collectif de Violaine Guérin, qui est juste fantastique. Et ça, c'est une personnalité qui pourrait apporter une autre vision. Et puis enfin, une femme, quoi. Une femme, hein, il serait temps dans ce pays qu'on ait un président femme, moi je trouve, parce que on parle toujours de parité, de parité, de parité, mais oui, mais d'accord, mais ça fait énormément de temps qu'on n'a pas vu une femme accéder au pouvoir. Enfin, en France, jamais, quoi. Mm. Oui, alors moi j'avais d'autres noms en tête, hein, issus de la société civile, qui, à mon avis, auraient aussi pas mal d'impact. Alors peut-être pas à se présenter au présidentiel, mais ne serait-ce que au niveau des députés européens, pouvoir commencer à faire bouger les choses, mais de l'intérieur. Alors j'en ai un, il est pile poil en face de moi, mais malheureusement j'en ai déjà parlé, il veut pas, hein, mais non, mais Sylvain Trotta, tu sais, et puis il y a encore plein de messages comme ça qui remontent. Même en off, là, t'en as reçu un limite en direct tout à l'heure, qui te verrait bien, à un moment donné aller plus loin que ton rôle de, de, de lanceur d'alerte sur YouTube. En plus, typiquement, tu aurais vraiment le profil en tant que chef d'entreprise, en tant que lanceur d'alerte. Voilà, pourquoi pas aller plus loin? Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas ton choix, malheureusement. Non, la politique, non, c'est un monde tellement étranger à tout ce que, tu sais, moi j'aime bien dire ce que je pense, je suis franc, j'ai aucun sujet tabou, je peux parler de tout. Là, il faut faire attention à tout, il faut pas froisser celui-là, si tu dis ça, tu froisses ça. Puis maintenant, c'est devenu un pays tellement hypocrite où tu peux plus rien dire, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il y aurait Coluche, il y aurait Pierre Desproges, il y aurait Balavoine, ah, on les fusillerait, quoi, quasiment, quoi. Tu peux plus rien blaguer sur rien, tu peux plus rien dire. Tu dis quelque chose, t'es raciste, tu dis autre chose, t'es antisémite, tu dis ça, t'es un conspi, tu dis ça, t'es un gourou. Non, Mais par contre, je veux bien aider, hein, je veux bien aider à promouvoir quelqu'un, mais après, non, pas pour l'instant, non, pas du tout, tu vois. Mm. Après, si Bon, et devient urgent. si le non-candidat Silvano, donc tu n'es pas candidat, avait quand même quelque chose à proposer, toi, tu proposerais quoi, du coup, comme nouvelle opportunité par rapport à notre futur? Comment tu le vois, notre futur? Ah non, mais de toute façon, moi, je le vois déjà en dehors de l'Europe, hein, parce que cette Europe, elle est complètement bidon. Comment tu peux accepter dans une Europe qui est des pays qui ont des politiques totalement différentes dans tous les domaines? C'est comme accepter, tiens, il aurait dû avoir le championnat de foot, là, de football, s'il n'y avait pas eu le Covid, là. Comment tu aurais pu accepter que l'Allemagne joue à 20 et toi, tu as une équipe qui joue à 9? Comment tu aurais accepté que toi, tu joues à 11 mais que l'équipe d'Angleterre puisse utiliser les mains? Ça te paraîtrait inconcevable. C'est un championnat d'Europe, on joue avec les mêmes règles au football. Là, tu as des pays qui ont des fiscalités différentes, qui ont des attraits différents. Tu as les Portugais qui attirent nos retraités français en les exemptant d'impôts pendant X années pour les attirer chez eux, pour faire que les retraités ils ont du pouvoir d'achat, donc ils le mettent au Portugal au lieu de le mettre en France. Tu as toutes les multinationales, elles ont soit leur siège en Irlande, soit leur siège au Luxembourg, parce qu'ils ont des taux d'imposition tellement bas que ben voilà, au lieu qu'ils payent des impôts en France, ben ils remontent les bénéfices là-bas, et puis là-bas, ils n'en payent quasiment pas. Comment on peut accepter ça? Je veux dire, comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter que l'Europe s'occupe de faire couper en Italie du Sud des oliviers pour planter, pour importer des olives du Maroc? Comment on peut... je veux dire, c'est tout ce que fait l'Europe, c'est débile. Hein. Il n'y a aucune politique sanitaire. On l'a vu là pendant la crise du Covid. L'Italie était la première touchée. Elle a reçu aucune aide de l'Europe. Ceux qui sont venus ventre à terre aider l'Italie, ça a été les Cubains, les Norvégiens, les Russes, les Chinois. Attends. L'Italie fait partie de l'Europe, mais je répète, la Norvège ne faisant pas partie de l'Europe, je le rappelle pour les abonnés. Et on l'a laissé abandonner toute seule. Bon, après, les autres, ils ont eu des problèmes, mais pareil. Les Cubains ont été fantastiques, les Russes ont été fantastiques. Et puis voilà, on avait un président qui disait Europe, 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 mondialisation, mondialisation, à quoi ça sert de produire français? Et maintenant qui fait Ah, je retourne ma veste, tu sais, de Jacques Dutronc, il faut produire français, il faut relocaliser. Et
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah oui, l'autre mot à la mode, c'est populiste. Ah, t'es un populiste. Voilà, populiste. Moi, je trouve que populiste, c'est quelqu'un qui a du bon sens. Hein. C'est pas quelqu'un qui est près du peuple, hein, populiste. Donc, je suis conspirationniste, populiste, anti-vax. Voilà. Alors, anti-vax, hein, on peut en parler. Dans les tribunaux américains, on a versé 4,5 milliards de dommages et intérêts aux accidents des vaccins. Là, j'ai présenté une personne hier qui réclame, je ne sais plus combien, 1,2 million d'euros parce qu'elle a été vaccinée du H1N1 et les narcoleptiques. Il y a plein d'accidents vaccinaux. Dire que les vaccins sont sûrs à 100%, alors que de l'autre côté de l'océan, on a versé 4,5 milliards de dollars. Il suffit de voir les combats d'un sénateur, quand même, de Robert F. Kennedy Jr., pour s'apercevoir de ce que l'on met dans les vaccins. Comment on peut dire que les vaccins sont fiables? Quand on voit les tests qui ont été demandés depuis maintenant 5 mois sur l'hydroxychloroquine, quelque chose qui est vendu depuis plus de 50 ans, pourquoi on ne fait pas de tests sur les vaccins? Où sont les tests sur les vaccins? Il n'y en a pas. C'est comme ça que Robert F. Kennedy Jr. a condamné tous les big pharma aux États-Unis parce qu'il a demandé les tests. Il n'y avait aucun test. Là, tu sais, sur le vaccin qu'ils sont en train de préparer, j'entendais encore ce midi une journaliste qui disait qu'en temps normal, il faut 10 ans pour pouvoir préparer un vaccin et faire passer tous les tests. Mais là, ils vont mettre les moyens pour que tous les labos se réunissent pour pouvoir sortir le vaccin en moins d'1 an. Mais ce n'est pas parce qu'il va y avoir 10 000 labos qui vont travailler sur le même sujet que ça en écourte pour autant les temps de test. Donc voilà, on aura un beau vaccin non testé. Oui, en plus, ils le disent eux-mêmes. Hein, AstraZeneca disait ils savent pertinemment que le vaccin n'aura pas de résultat. Donc, tu vois, aujourd'hui, il faut bien se comprendre que en France, on a quand même fait voter une loi que si jamais tu donnes un vaccin à un bébé et que ce bébé meurt instantanément, tu ne peux pas poursuivre le labo. Ils ont protégé le laboratoire. Ce n'est pas de la faute du labo. Il faut le savoir, ça, quand même. Hein. Donc, à partir de là, tout est dit. C'est sûr. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles actions avec les 3 comparses de prévues? Nous, on commence, hein, parce que nous, on n'a pas décidé d'attaquer ni le gouvernement, ni... on a décidé d'attaquer la liberté de prescrire. Donc, qui c'est qui a interdit de prescrire? On le voit là maintenant dans tout ce qui sort. Il y a beaucoup de médecins. J'en ai encore eu un cet après-midi qui est convoqué devant le Conseil de l'Ordre. Hein. Donc, c'est quand même extraordinaire que des médecins qui ont prescrit des antibiotiques soient convoqués devant le Conseil de l'Ordre. Je ne parle même pas d'hydroxychloroquine, hein, parce que là, je parle par exemple de Epstein et de son collègue. Ils ont prescrit des antibiotiques. Ils sont convoqués au Conseil de l'Ordre pour savoir pourquoi ils ont prescrit des antibiotiques. C'est quand même un truc de fou, quand même. Hein. Faut vraiment se réveiller, hein, les gens, là. Allez, Sylvano, si on doit conclure à tout ça, déjà, la seconde vague, tu n'y crois pas? Non, il n'y aura jamais de seconde vague, sauf si c'est un virus différent. Voilà. Hein, donc, si on repart de l'hypothèse que ce virus n'est peut-être pas potentiellement naturel à 100%, il pourrait y en avoir un deuxième qui n'est pas naturel à 100% non plus, et qui sort inopinément. Donc, on va suivre ce qui se passe en ce moment en Chine très précisément. Moi, les tests, qui est déjà demain 2000 tests positifs, ça me gêne pas du tout, parce que, comme on l'a vu, ça donne rien en termes de maladie. D'ailleurs, on a vu aussi que samedi dernier, donc maintenant, ça fait, tu publieras ça fera 2 semaines, l'autre samedi, je veux dire, il y a eu des manifestations monstres hein, dans tous les pays suite à la mort de George Floyd, là, des Black Lives Matter, que ce soit à Paris, que ce soit à Berlin, que ce soit à Londres, mais partout. Moi, j'ai montré des images de Berlin, c'était des attroupements mais gigantesques. Ça fait aussi très longtemps en Allemagne qu'il y a des attroupements de 50 000, 100 000 personnes pour manifester contre le coronavirus, soi-disant cette affaire, hein, qui n'y croit pas du tout au corona. Il n'y a pas eu, hein. Ils n'ont rien eu. Mais c'est normal, si une personne saine, 100 000 personnes saines se réunissent, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait du virus qui se transmet? Il ne se transmet quasiment plus, il n'y a plus rien. La seule chose qu'il faut surveiller, c'est le nombre de cas en soins critiques. Donc on s'aperçoit que tous les jours qui passent, ça diminue. Hein. En Italie, encore récemment, il y avait 7000 personnes en cas critique. Hier, le chiffre était à 200. Certainement que demain, il sera en dessous de 200.
Ben, quand il y en aura zéro, nous, on a démonté tout partout. Mais non, il ne se passe plus rien. Nulle part, nulle part. Tu peux être déclaré positif sans rien avoir. Là, on va voir si en Chine, il y a des bruits qui disent qu'il est beaucoup plus virulent, beaucoup plus dangereux, ce qui se passe à Pékin. Il faudra voir si c'est le même. Hein. Mais si c'est pas le même, il viendrait d'où celui-là? Et ben, si c'est pas le même, il viendra du même endroit que le premier. Hein. C'est ça, on va laisser à chacun faire sa propre conclusion sur ce sujet. Ok Silvano, bon, en tout cas merci, merci d'avoir participé à Génération Cité d'Or numéro 5 pour refaire le point donc, sur la situation Corona 2020. On espère qu'en 2021, il n'y aura pas une nouvelle situation avec de nouveaux virus, parce que là, sinon, je pense qu'on va se préparer à un futur bien morose. Ceci dit, il y a beaucoup de médiums qui ont une vision plutôt négative de ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Ceci est un autre sujet. À très bientôt, Silvano. Bye bye, Antoine. Merci. Et puis, donc, vous pouvez retrouver Silvano Trotta sur sa chaîne, donc Silvano Trotta. Vous ne cherchez pas sur Google, vous êtes directement sur YouTube, vous tapez Silvano Trotta. Et puis, vous nous retrouvez sur Miasme TV et aussi dans les pages de Génération Cité d'Or sur le site générationcitedor.com. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.